Salam alaikum, chers étudiants, chères étudiantes. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez quand même à travailler un petit peu avec ces conditions du mois de Ramadan et du confinement. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, vous ainsi que le reste de votre famille et de vos proches. Alors on se rencontre une dernière fois plus ou moins au niveau des vidéos, peut-être, c'est pour arriver à mettre fin au chapitre qui reste, qui s'intitule le modèle linéaire multiple. Alors vous m'excusez un petit peu parce que je le dépose un petit peu tard parce que j'étais en train de le rédiger. Je l'avais sur papier mais je l'avais pas sur ordinateur. Et donc pour le rédiger, ça prend du temps parce que je travaille avec un éditeur de texte scientifique pour les formules mathématiques. Et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut compiler, il faut corriger des erreurs, etc. Et donc je suis désolé pour ce retard, mais surtout pour les étudiants qui me l'ont demandé, ça fait un bon moment. Voilà, ça n'empêche que maintenant le cours est là et vous avez encore le temps pour essayer de réviser. Alors le modèle linéaire multiple, comme vous le voyez, on avait parlé du modèle linéaire simple et maintenant c'est multiple. Donc simple et multiple, ça veut dire que vous essayez de généraliser un petit peu ce qui a été fait par rapport au modèle linéaire simple. Alors multiple, ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent au niveau de votre étude. Pas un seul facteur comme au début. Hein. Vous vous rappelez toujours des exemples, des exercices que vous avez réalisés au niveau du modèle linéaire simple. Il y avait toujours une seule variable d'entrée et vous avez une seule variable de sortie. Alors la seule variable d'entrée, c'est la variable exogène et la variable de sortie Y, c'est la variable endogène. Et on cherchait à savoir ou bien à quantifier l'impact de X sur Y. Maintenant, le cas, il va différer un petit peu. On ne regarde pas l'impact d'un seul facteur ou bien d'une seule variable, X1, mais d'un ensemble de cas variables, X1, X2 jusqu'à Xk. Alors, c'est toujours ce que vous devez comprendre, c'est toujours le cas en mathématiques. Vous commencez toujours par n égale à 1. Lorsque vous avez fait ça par rapport, par exemple, au niveau des fonctions, alors vous avez étudié les fonctions d'une seule variable, f de x égale x carré moins 2x moins 3 par exemple, et vous êtes après parti vers deux variables, f de xy est égal, par exemple, x carré de y moins y x carré. C'est ce que vous avez fait pratiquement en microéconomie comme exemple concret. Alors, vous pouvez avoir plusieurs exemples comme ça. La fonction de coupe de glace, qui met en exergue le capital et le travail, c'est une fonction de deux variables. Hein. C'est une généralisation plus ou moins d'une seule variable. Alors, c'est ça le contexte général. Donc, au lieu de travailler avec une seule variable, vous essayez de travailler avec plusieurs variables. Alors, ce que vous devez connaître et avoir en tête, c'est que les étudiants qui ont maîtrisé une seule variable ne vont pas avoir du mal à comprendre plusieurs variables ou bien le modèle linéaire multiple. Si jamais ils ont bien compris le simple. Ça veut dire qu'ils l'ont compris en profondeur dans le sens où vous vous êtes placé dans un contexte bien spécifique et maintenant vous essayez de changer le contexte. Alors, ce que j'ai dit toujours et je le redis aux étudiants, ce qui change lorsque vous augmentez le nombre de variables, ce qui change, c'est pas la manière avec laquelle on travaille. C'est l'espace sur lequel on travaille. C'est l'espace qui change. Alors, vous vous rappelez, quand vous étiez à une seule variable, vous étiez de R vers R. Quand vous êtes parti à deux variables, vous étiez allé de R carré vers R. C'est-à-dire l'ensemble de départ, il a changé. L'ensemble d'arrivée, il n'a pas changé. D'accord? Alors, l'ensemble de départ, qui est un ensemble est égal à R, il devient R au carré, R au cube, R à la puissance K. D'accord? R croix R, K fois. Donc c'est ça à peu près la chose la plus importante à comprendre. Hein? Comprenez ce corollaire. Hein? Lorsque vous augmentez le nombre de variables, ce n'est pas la méthode qui change, mais c'est l'espace où vous travaillez qui change.
C'est très très primordial parce que vous allez voir que tout ce qu'on va faire dans le modèle linéaire multiple, on l'avait déjà fait dans le modèle linéaire simple. On l'avait déjà fait. On va réaliser l'estimation, on va réaliser les tests, on va pouvoir chercher le test de student, le test de Fisher et ainsi de suite. Tout ce qu'on avait fait dans le modèle linéaire simple, on pourra le faire dans le modèle linéaire multiple avec la même méthodologie. Parce que la méthodologie de l'économétrie, ici, l'organigramme, hein, il faut que ça soit suivi aussi par rapport au modèle linéaire multiple. Il n'y a pas de changement. Alors, j'ai cité ici en introduction quelques exemples. Hein. Alors, comme je vous ai dit, normalement, je vous ai mis ça hier au niveau du document. J'espère que les étudiants ils sont arrivés à le lire un petit peu. Et je vais essayer de vous faire comprendre quelques parties ici qui existent dans le cours. Alors, un petit exemple ici. Alors, on considère par exemple 50 succursales d'une entreprise. L'objectif est d'expliquer le chiffre d'affaires de chaque succursale au moyen de variables telles que la marge commerciale, la charge salariale, le nombre de vendeurs, etc. Une succursale, par exemple, une grande société qui a des antennes dans chaque ville, hein, et donc dans chaque ville, ça diffère au niveau du nombre de salariés, au niveau du nombre de vendeurs, hein, au niveau de la marge commerciale. Hein. Lorsque vous vendez un produit à Casablanca, c'est pas le vendre à Oujda, c'est pas le vendre à Agadir, c'est pas le vendre à Tanger, c'est pas le vendre à Fès, etc. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat change, et donc vous pouvez être obligé de changer un petit peu les prix. Mais parmi ces facteurs qui sont la charge commerciale, la charge salariale ou le nombre de vendeurs, il y a sûrement un des facteurs ici, ou bien une seule variable où il faut, c'est-à-dire s'appliquer en profondeur pour essayer d'expliquer pourquoi il y a ce chiffre d'affaires, soit qu'il augmente, soit qu'il diminue, en ayant pris en contact les différentes villes. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est la fonction de coupe de glace. Vous avez la fonction de production qui dépend bien sûr du capital, dépend du travail. Ça, c'est plus ou moins une fonction simple, mais vous pouvez aussi, par rapport à une fonction de production, rajouter par exemple l'énergie avec laquelle, par exemple, une usine fonctionne, et vous avez aussi la matière première avec laquelle vous êtes en train de fabriquer votre produit. Alors tous ces facteurs, ils interviennent ou bien ils impactent la fonction de production, mais on se pose la question de combien chacun. Quel est l'impact du facteur le plus ici par rapport à ces facteurs. D'accord? Alors, un autre exemple, en ce moment du Covid-19, on s'intéresse à l'impact des différents facteurs d'agrégat économique, produits intérieurs bruts, importation, exportation sur l'économie marocaine. Alors, ces facteurs, automatiquement, l'économie d'un pays, il est mesuré par certains indicateurs, et ces indicateurs, ils dépendent de ces facteurs qui sont au début. Vous avez le produit intérieur brut s'il diminue, les importations si jamais ils augmentent, les exportations si jamais ils diminuent, automatiquement ils vont impacter cette économie marocaine. Alors j'ai oublié ici de mettre exemple 3, c'est un autre exemple, le premier exemple il termine ici. Alors vous voyez, ça c'est des exemples, vous pouvez en avoir plein d'exemples, juste pour vous dire que en général, dans la situation où vous êtes en économie, vous n'êtes pas censé étudier l'impact d'une seule variable, mais il peut y avoir l'impact de plusieurs variables. Et c'est ce qui se passe en général dans la plupart des cas étudiés. Même au niveau des études, par exemple des mémoires de master ou bien des thèses de doctorat, etc., vous pouvez toujours tomber sur ces cas de modèles linéaires multiples. Alors, comme je vous ai dit, on va essayer de suivre la même méthodologie qu'on avait suivie par rapport au modèle linéaire simple, et on va essayer d'estimer les variables, de réaliser les tests pour savoir l'impact de chaque facteur, et de faire un test global, et donc de résumer tout ça avec ce qu'on appelle une analyse de la variance, parce que comme
c'est-à-dire le problème il se complique un petit peu, vous aurez du mal à faire tous ces calculs à la main. Donc automatiquement il y a les logiciels qui interviennent et qui nous résolvent ce problème. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir un petit peu manipuler la notion d'estimation, la notion de test, comment ils ont été calculés, les formules, comment ils étaient utilisés, et comment, par exemple, vous pouvez faire des interprétations. Alors, la position du problème. Alors, ici, on considère P variable ou bien K variable ici, un K variable, et une variable expliquée. On essaie de modéliser ici c'est un K au lieu de P ici. Cette relation d'impact qui existe entre ces variables d'entrée et la variable de sortie, sous forme il n'y a pas S ici, de vecteurs, ainsi le modèle supposé s'écrit de la façon suivante. Alors, vous vous rappelez, si on était en modèle linéaire simple, on allait se contenter d'écrire ça. Y est égal à A0 plus 1 xt1. Alors automatiquement, puisque maintenant il y a plusieurs variables, chaque variable, le modèle va être écrit de cette façon, comme ça. C'est-à-dire que vous avez la première variable c'est x1, la deuxième variable c'est x2, la troisième variable ou bien la kème variable c'est xk. Alors le 1, le t qui est là, il va indiquer le temps de t. Pour chaque variable, l'impact à un instant t donné. Alors, les xij, ou bien les xtj, sont les variables exogènes, explicatives. Observation numéro j à la date t. D'accord? Yt, la variable endogène, expliquée à l'instant t. Alors, vous avez ici, comme par rapport au modèle linéaire simple, vous avez une variable exogène qui est x et une variable endogène qui est y. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai marqué, une boîte noire, une variable x qui rentre. Vous avez y ici, vous avez une boîte noire ici, après il y a la sortie, vous avez une variable y qui dépend de x. On avait écrit y est égal à f de x. Alors vous avez les A0 jusqu'à AK, sont les paramètres du modèle. Alors c'est ce qu'on veut estimer. Parce que si vous connaissez ces paramètres, vous connaissez l'impact de chaque facteur sur la variable y. Alors le n, le nombre d'observations. Alors on remarque bien que lorsque vous faites la dérivée partielle, puisque c'est une fonction de plusieurs variables, la dérivée partielle par rapport à n'importe quelle variable ici, xt1, xt2 jusqu'à xtk, il vous donne un AJ. Ça veut dire que, si vous augmentez d'une unité, la variable y, il va augmenter de AG unité. C'est la mesure de l'impact de y de x par rapport à y. Donc c'est une dérivée partielle. Pourquoi dérivée partielle et non pas dérivée? Parce que vous avez ici, comme j'ai dit, plusieurs variables. Ça, on l'avait fait par rapport au modèle linéaire simple. Vous voyez bien que je suis en train de suivre ici la même méthodologie. Voilà. Alors, les epsilon t, c'est un vecteur d'erreur ici, puisque vous travaillez ici dans un modèle linéaire généralisé. Vous allez avoir epsilon de t, c'est un vecteur. Mais ici, chaque epsilon t, c'est une variable aléatoire qui suit une loi normale 0 sigma carré. Comme par rapport au modèle linéaire simple. Alors, on va essayer de suivre la même démarche pour le modèle linéaire simple. Pour le moment, l'objectif est d'estimer les AK. Alors, ici dans le modèle linéaire multiple, il faut avoir une écriture matricielle qui va vous permettre de faciliter l'accès à votre modèle. Alors l'écrire comme ça, c'est une écriture qui est juste, mais d'une façon générale, si vous voulez pouvoir faire l'estimation par la méthode des moindres carrés, vous allez avoir du mal à le faire, parce que vous allez avoir ici y1 jusqu'à yn, et vous avez ici automatiquement, lorsque vous écrivez le modèle d'une façon un petit peu simple, vous allez avoir une écriture matricielle qui va se faufiler au niveau de votre écriture. Regardez, vous avez le y qui est là, et vous avez votre vecteur y, donc y1, y2, yn, d'accord? Alors automatiquement ici, le epsilon t, vous allez avoir epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon n ici, d'accord?
Et pareillement, hein, vous avez le vecteur A0, A1 jusqu'à AK. Alors automatiquement ici, votre matrice ici, c'est une écriture matricielle. Vous allez avoir x11, x11, x12 jusqu'à x1k. Après, lorsque vous êtes à y2, vous allez avoir a0 plus a1, x2, 1. D'accord? x22 jusqu'à x2k. Et à la fin, lorsque vous y arrivez à n ici, vous allez avoir yn qui est là. D'accord? Yn qui est là. Là. D'accord? Vous allez avoir le A0, c'est une constante. D'accord? Le A1, c'est-à-dire xn1, xn2 jusqu'à xnk. Donc voilà, c'est une écriture matricielle. Alors, je vous invite à la maison, j'ai oublié pratiquement ici de le faire parce que ça prend beaucoup de place. Vous écrivez par exemple y1 égale à a0 plus 1,1, x11, etc. Vous écrivez y2 est égal à a0. Alors, ce qui va changer ici, c'est le t. D'accord? Hein? Tout le reste, il ne change pas. D'accord? C'est le t qui change. Alors, si jamais il change, vous êtes à 1. Après, vous y allez à 2 jusqu'à n. Lorsque vous écrivez ici votre modèle, ici un après l'autre, ici, jusqu'à yn, vous allez avoir la forme de la matrice ici qui va c'est-à-dire, il va devenir un petit peu clair que l'écriture qui est ici. Alors, si jamais on veut l'écrire sous forme matricielle, vous avez le vecteur y, c'est y1 jusqu'à yn, le epsilon, il est là, et vous avez le a0 jusqu'à ak, et vous avez votre matrice x qui s'écrit comme ça. Alors les 1 qui sont là, ils vont être dédiés à cette constante ici. Et chaque ligne ici va correspondre à la ligne qui est là. A1, x1, A2, x2 jusqu'à AK, xk. Et pareillement ici pour la deuxième et la troisième. Alors, vous avez ici, y c'est un vecteur L', epsilon est un vecteur L', c'est un vecteur d'erreur, et vous avez A est un vecteur à K', d'accord? Alors c'est d'accord? Et vous avez X est une matrice, L' et K colonne, d'accord? Vous avez L' et vous avez K colonne. Donc le modèle s'écrit d'une façon matricielle de la forme suivante. Alors si vous faites ce que je vous ai dit, vous écrivez, vous essayez d'expliciter un petit peu la formule, vous allez avoir ici une forme qui ressemble à celle-là. Y est égal à xa plus epsilon. Le y, il est là, le x, il est là, et le a, il est là, et le epsilon est là. Alors, si vous faites la multiplication matricielle, hein, vous faites la multiplication de ça avec ça, d'accord? Vous allez avoir une première, une x avec a, vous allez avoir exactement ce qui est écrit au niveau du modèle. Alors ici, la première ligne avec la première colonne, vous allez A0 plus A1x1 plus A2x2. Alors, je crois que vous connaissez faire la multiplication matricielle, c'est un cours de S2. Hein. Vous pouvez vous plus ou moins, en essayant de l'écrire, vous essayez de revoir ça. Alors, ce que je vous demande de faire aussi, hein, il faut que, à ce niveau qui est là, il faut que vous compreniez un petit peu la manipulation de cette écriture, comment elle est faite. Il faut l'écrire sur un papier. Vous regardez ce que j'ai marqué et vous l'écrivez une après ligne et vous essayez même à la main de faire la multiplication matricielle. C'est comme ça que vous allez assimiler cette notion d'écriture matricielle. Alors il ne faut pas se contenter de regarder le cours comme ça en face et entendre un petit peu l'explication, mais le but, c'est que ce que vous entendez maintenant comme explication, vous essayez de les réécrire. Vous les réécrivez sur un papier et vous le comparez avec le cours que j'ai fait. Ou bien, vous prenez le cours que je vous ai donné, vous pouvez le sortir avec une imprimante et vous essayez d'écrire des notes sur le cours que j'ai. Alors, je suis en train de lire le cours ici, mais vous rajoutez sur le dos de la page, par exemple, l'écriture matricielle et ainsi de suite. Ben, c'est comme ça que vous allez arriver à concevoir plus ou moins cette écriture matricielle. Sinon, si vous essayez d'écouter ce que je dis et vous regardez le cours et vous ne prenez pas des notes, ben, plus ou moins, je pense pas que vous allez assimiler les choses comme il faut. C'est pas un cours d'histoire géo ou bien de philosophie, hein. C'est un cours de mathématiques et les maths,
toujours un stylo et un papier et vous écrivez. N'importe quelle formule, vous l'écrivez une autre fois, parce que c'est la seule façon, je dis bien la seule façon, qui va vous permettre d'assimiler les formules qui sont écrites. Si vous ne faites pas ça, vous allez être perdu et automatiquement si vous lisez, vous allez oublier et après vous allez avoir du mal à concevoir ça. Alors l'écriture matricielle qui est là, elle est très simple, mais il deviendra encore plus simple si jamais vous vous exercez à l'écrire comme il faut. 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce que vous assimilez bien ce que je suis en train de vous raconter par rapport à cette écriture matricielle. Alors, automatiquement ici, avant de procéder à l'estimation comme on l'avait fait par rapport au modèle linéaire simple, d'accord, il faut bien sûr y mettre des hypothèses. Ces hypothèses qui vont vous permettre de pouvoir réaliser vos tests et vous pouvoir réaliser des estimations même. Alors, il y en a des conditions qui sont nécessaires ici pour pouvoir réaliser les estimations. Alors, les hypothèses, ils ressemblent un petit peu à ce qu'on avait fait par rapport au modèle linéaire simple. Hein. Vous voyez bien ici que l'espérance est centrée. E de epsilon est égal à 0. C'est un vecteur ici. Hein. Alors, je l'ai marqué ici. D'accord? Le 0, c'est un vecteur ici. C'est-à-dire pour chaque epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon n, hein, vous avez l'espérance, elle est égale à 0. C'est-à-dire l'espérance, elle est centrée. Alors, pourquoi ça? Parce que chaque E de epsilon de t est égal à 0. Souvenez-vous, au début, on avait dit que les epsilon t, ils suivent une loi normale 0 sigma k. D'accord? Chaque epsilon t, il suit une loi normale 0 sigma k. Alors, bien sûr, son espérance, elle est nulle et sa variance, elle est égale à sigma carré. Alors, ceci, quel que soit t, pour a inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à n. C'est ce qu'on appelle l'homocédasticité. Alors, j'ai déjà parlé de ça. Alors, c'est une condition très importante parce que s'il n'y a pas homocédasticité, il y a ce qu'on appelle hétérocédasticité. Ça veut dire que la variance de chaque epsilon n'est pas égale à sigma carré et c'est une constante, mais pour chaque variance de epsilon de t, il va y avoir sigma 1 au carré pour epsilon 1, sigma 2 au carré pour epsilon 2 et sigma k, ou bien sigma n au carré pour epsilon tn, ou bien pour epsilon n. Et si jamais vous avez ça, ça veut dire que vous avez une matrice de covariance de epsilon, où il y a des covariances, ça veut dire qu'il y a une certaine coloniarité. Vous n'êtes plus dans le cas où covariance de epsilon t prime est égal à 0, mais il est différent de 0. C'est ce qu'on appelle une coloniarité ou bien une hétérocédasticité. Alors l'hypothèse 2 et 3, il va nous ramener à écrire que la variance de epsilon, il s'écrit de la forme sigma carré in. Alors, voyez bien ici, quand on était dans le cas n égale à 1, la matrice unité est égale à 1. D'accord? Alors dans le cas où vous avez in ici, ça veut dire que vous avez une matrice i est égale à 1 sur la diagonale n fois. C'est ça une matrice in. Alors n égale à 1, ça veut dire que vous avez juste le 1. Alors si vous êtes à n égale à 1, ça veut dire variance de epsilon est égale à sigma carré, ça veut dire que vous revenez au cas initial du modèle linéaire simple. Et donc c'est pour cela que ici, on est en train de travailler avec des matrices, donc automatiquement vous allez avoir une matrice in qui est égale à l'identité. Alors je rappelle ici juste seulement la variance de z, il s'écrit de la forme ez au carré moins e de z le tout au carré, x carré bar moins x bar le tout au carré, ou bien e de x carré moins e de x le tout au carré. Alors sous forme matricielle, il s'écrit de la forme z moins ez, d'accord, fois transposé de z moins ez. Tout ça c'est l'espérance. Alors pour la variance de epsilon, puisque e de epsilon est égal à 0, donc si vous remplacez ici 0 et vous remplacez ici par 0, ici, ça et ça, si vous remplacez par 0, vous allez avoir e de epsilon t transposé, e de epsilon transposé de e de epsilon. Et epsilon transposé de epsilon est égal à e de epsilon au carré. D'accord? Var de epsilon, c'est la variance de epsilon, e de epsilon au carré. Alors voilà, ici c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça s'écrit de ce forme matricielle. Et vous avez ici là,
Ça, c'est la matrice unité. Hein. La matrice unité multipliée par sigma carré, ça vous donne sigma carré de IN. Alors, il y a une autre hypothèse qui est très importante, c'est que la transposée de x est inversible. Alors, vous allez voir tout à l'heure pourquoi on suppose que transposée de x est inversible. C'est-à-dire que là, vous avez une matrice, elle est inversible si A-1, une matrice A est inversible si A-1 il existe. Avant même d'y aller sur la condition nécessaire, qui s'écrit de la forme transposée A-1. Hein. Si vous voulez écrire A-1 transposé, vous revoyez un petit peu le cours d'algèbre. Hein. C'est 1 sur déterminant de A transposé de cofacteur de A. Alors, je vais le rappeler tout à l'heure. Alors, transposé de x-1, elle est inversible si et seulement si vous avez le déterminant de ça, il est différent de 0. Alors, le déterminant de ça est différent de 0, ça veut dire que le rang de cette matrice-là est égal à K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs de la matrice transposée XX sont linéairement indépendants. Alors, si jamais les vecteurs ils sont linéairement indépendants, ça va donner le rang de la matrice est égal à K. D'accord? Alors, je l'ai rappelé ici en cours d'algèbre, mais comme je vous ai dit, vous pouvez revenir à votre cours de S2 et vous avez ça. Alors, une deuxième chose, bien une dernière hypothèse, c'est que le nombre des composantes n est supérieur au nombre de variables explicatives, c'est-à-dire que n est supérieur à k plus 1. Ça veut dire que si vous avez par exemple 5 variables à étudier dans une expérience, bien vous avez 5 variables à étudier pour savoir l'impact de ces variables sur une variable de sortie. Alors, il faut que le nombre d'observations, le nombre d'expériences que vous allez réaliser, il faut qu'il soit supérieur à k plus 1. Alors, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir ici n égale à 4 et k égale à 5, par exemple. Vous allez avoir 4 n'est pas supérieur à 6. Vous ne pouvez pas estimer 6 variables avec 4 expériences seulement. Alors, souvenez-vous toujours, hein, vous ne pouvez résoudre une équation à n inconnue que dans le cas où vous avez une équation, au plus, d'accord? Au moins une équation. Parce que sinon, vous ne pouvez pas résoudre une équation par un système d'équations, hein, avec 3 inconnus, avec deux systèmes seulement. Hein. X plus Y est égal à 2, X plus Z est égal à 5, et il y a quelqu'un qui vous demande de chercher X, Y et Z. Vous ne pouvez pas le faire. Il vous faut une troisième équation. X plus 3Z est égal à 3, par exemple. 3 équations, 3 inconnus. Vous pouvez avoir plus d'équations. X plus Z est égal à 3, X moins Z est égal à 5, X plus 3Z est égal à 2, et vous avez X plus Y plus Z est égal à 4, par exemple. Ça, c'est 3 équations, 4 équations, et vous avez que 3 inconnus. Mais vous ne pouvez pas avoir l'inverse. Donc, c'est pour ça, cette condition, elle est très importante. Si jamais vous n'avez pas cette condition, vous ne pouvez pas réaliser votre estimation des variables. Alors, l'estimation ici, il se fait par la méthode des nombres carrés ordinaires, comme par rapport au modèle linéaire simple. Alors vous avez j'ai pas voulu plus ou moins écrire le modèle après avec ici que vous allez la méthode des nombres carrés ordinaires, c'est le minimum de sigma de epsilon t au carré. Donc ça va vous donner y moins xa le tout au carré. D'accord? Et vous allez estimer ça. Donc vous allez faire les dérivées partielles, etc. Chercher ce qu'on appelle les équations normales. C'est un peu compliqué dans le sens où ça demande un petit peu de calcul. Alors à votre niveau, en S6, je crois que d'autres professeurs ils peuvent le faire. Par exemple, si vous regardez un cours comme ça en économétrie S6 en France, par exemple, sûrement il va y avoir un détail comment ça a été fait. Mais moi j'estime que puisque le cours il se fait à distance, ça va faire vraiment. Si jamais on était en présentiel, je pourrais le faire au tableau et l'expliquer comme il faut. Et donc ça demande une petite concentration parce que c'est un peu compliqué. Et comme je vois, il y en a plein d'étudiants qui n'aiment pas trop l'économétrie, ils ont toujours du mal avec les mathématiques.
Donc j'estime que la chose la plus importante, c'est de connaître le résultat de l'estimation. C'est un théorème de Gauss-Markov, le plus important. Le Gauss-Markov qui donne le blues, et il donne l'estimation de moindre carré pour le modèle linéaire multiple. Alors l'estimation des moindres carrés ordinaires de A et A estimé est égal à, donc ce que vous devez comprendre, c'est ça. Ce que vous devez apprendre plutôt, ça. Alors, A estimé, c'était dans le modèle linéaire simple, covariance de xy sur sigma x, sigma y. Maintenant, c'est au niveau du calcul matriciel, transposer x moins 1, transposer de y. Alors, vous avez vu, hein, pourquoi on avait dit que transposer x moins 1, il faut que transposer x, la matrice, il faut qu'il soit inversible. Parce que s'il n'est pas inversible, il n'admet pas d'inverse, vous ne pouvez pas faire cette écriture. D'accord? Donc, le rang ou bien l'inversibilité de la matrice, c'est une condition nécessaire. Si vous n'avez pas une matrice inverse, vous ne pouvez pas écrire ça. Alors, on suppose l'existence de transposer x moins 1. D'accord? Il est sans biais, comme par rapport au modèle linéaire simple, hein, vous aviez A et B étaient deux estimateurs sans biais, de A et de B. Maintenant, du vecteur, tous les vecteurs, hein, il est sans biais. E de A estimé est égal à A. Et dans matrice de variance-covariance, sigma est égal à variance de A estimé, est égal à sigma carré. Alors le sigma carré qui est là, c'est le sigma carré de epsilon de t. D'accord? Alors vous pouvez même rajouter ici un epsilon ici au niveau du bas. Vous avez sigma carré et epsilon ici comme indice, ici en indice, pour que vous sachiez qu'il s'agit de sigma carré de epsilon. En plus, A estimé est qualifié de BLEUS. Alors, je vous ai expliqué de BLEUS, hein, de Best Linear Unbiased Estimator. Le meilleur estimateur sans biais linéaire, c'est cet estimateur sigma carré transposé x moins 1. L'estimateur de A. Hein, transposé x moins 1 fois transposé de xy. Alors, la matrice de variance-covariance, il s'écrit comme ça. C'est une matrice qui est symétrique. Alors, la variance de A0, c'est covariance de A0 à 0. Alors ça, je crois que vous connaissez. Hein. La covariance de XX, la covariance de XY, c'est XY bar moins XY le tout bar. Alors si vous remplacez le Y par X, vous allez avoir cos XX, c'est X carré bar moins X bar le tout au carré. Et ça, c'est variance de X. Donc variance de A0, c'est la covariance de A0 à 0. Pareillement, covariance de A1 à A et covariance de AK à K. Alors, au niveau de la première ligne, c'est une matrice qui est symétrique. Ça veut dire ce que vous avez ici, vous l'avez ce que vous avez dans la première ligne, vous avez dans la colonne. Alors, covariance de A0 à A égale la covariance de A à 0. Ah, c'est tout à fait normal. La covariance de XY est égale à la covariance de YX. Alors, cette matrice, il permet de faire quoi? Il permet d'apprécier la précision de l'estimateur. Alors, quand on était avec le modèle linéaire simple, la valeur qui permet d'apprécier l'estimateur, c'est variance de A estimée. Maintenant, puisqu'on n'a pas une variance, on a une matrice de variance-covariance, ce qu'on appelle matrice de variance-covariance. C'est cette matrice-là qui permet d'apprécier l'estimateur. Alors, je donne ici des exemples pour que vous arriviez à comprendre comment ça s'écrit cette matrice gamma. Parce que c'est très important. C'est grâce à cette matrice gamma que vous pouvez connaître la variance de chaque estimateur, hein, A0, A1 jusqu'à AK. Et c'est grâce à ces variances-là que vous pouvez réaliser les tests. Le test de student, c'est, vous vous rappelez, quand on avait travaillé avec le modèle linéaire, on avait posé TA est égal à A estimé sur la variance de A. Alors maintenant, on va voir tout à l'heure que T de AI est égal à AI estimé sur la variance de AI. Et la variance de AI, vous allez les trouver à partir de cette matrice de variance-covariance. Et cette matrice-là, elle se calcule en fonction de ça. La matrice. Il se calcule ici. Elle est là. C'est sigma carré transposé x moins 1. Donc vous allez voir que le sigma carré, il peut être estimé comme étant SCR sur L moins K moins 1. Et sigma de
la somme des carrés résiduels, il est connu une fois vous avez le Y estimé. Alors, pareillement, vous pouvez regarder ici. Alors ici, K égale à 2. Et ici, vous corrigez, c'est K égale à 3 et non pas N égale à 3. Hein. C'est K. C'est le nombre de variables. K égale à 3. Alors, à partir de l'estimation de A, on peut définir le vecteur des résidus par le epsilon estimé. Ça, c'est connu, ça, E de T. Il est calculé en fonction de Y moins XA estimé. Une fois que vous avez le A estimé, vous le multipliez avec votre matrice X et vous pouvez réaliser le résultat. Alors, des fois, le X, il est donné. Et si vous avez le X, vous avez transposé de X. Et si vous avez transposé de X, vous pouvez calculer transposé XX. Et vous pouvez après calculer T de XX moins 1. Alors, en général, vous aurez besoin de transposer XX moins 1 en 2 reprises. Pour calculer l'estimateur ici, transposer de X, d'accord, et son inverse. Et pour calculer la matrice de variance-covariance. Mais sûrement, hein, pour chercher l'inverse de la matrice, ça, automatiquement, il faut connaître la transposée de XX, cette matrice-là. Il faut la trouver. Enfin, il faut la voir comme donnée. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Mais, rassurez-vous, comme je vous ai dit, on est en train ici, même au niveau des exercices, on va faire des exemples, comment faire le calcul ici. Mais c'est toujours pénible hein, de calculer transposer XX moins 1. Alors, je comprends bien que tous les étudiants peuvent le faire lorsque cette transposée est une matrice 3-3 par exemple. D'accord? Mais si cette matrice elle est de 5-5 ou de 4-4, alors je vous assure que pour calculer transposer XX moins 1, il faut se lever tôt. Hein. C'est un peu délicat. Hein. Il faut vraiment avoir un manuel... je sais pas, une machine qui vous permettra de le faire, parce que sinon, à la main, c'est très très pénible. Alors, je vous dis pas, si vous y allez à 6, par exemple, une matrice 6-6, si je demande à quelqu'un de calculer l'inverse, je pense qu'il va y avoir du mal à le faire. Alors, voilà. Alors, j'ai mis ici attention, hein. Alors, j'ai dit que, normalement, au niveau des écritures, il faut connaître les distinctions qui sont là. Alors, j'ai oublié de le donner dans le modèle linéaire, mais vous pouvez toujours le faire dans le modèle linéaire. Alors, modèle linéaire, Y est égal à AX plus B, plus epsilon, ça, c'est ce qu'on appelle le modèle théorique. Hein? Y est égal à XA plus epsilon, c'est le modèle théorique. Ça veut dire, c'est ce qu'on va essayer d'estimer. Alors, une fois vous estimez, d'accord, vous ne serez plus avec un epsilon, mais vous serez avec un ET. Ça veut dire, le epsilon est une variable aléatoire, et là, c'est une variable qui n'est pas aléatoire. Vous pouvez la calculer. C'est ce qui va vous permettre, c'est comme une estimation de epsilon. Ah, il est calculé comme, le ET qui est là, c'est exactement le ET qui est ici. Hein, d'accord? Vous pouvez le calculer. Par Y moins XA estimé. C'est un calcul matriciel, bien sûr. Lorsque vous multipliez la matrice X par A estimé, vous allez avoir un vecteur hein, de taille n que vous pouvez le retrancher de grand Y. Et vous avez, c'est ce qu'on appelle le modèle ajusté, c'est Y estimé hein, est égal à X A estimé. Ça, dans le modèle que nous avons eu, nous, dans le modèle linéaire simple, il y avait Y estimé est égal à AX, A estimé X plus B estimé. Et ça, c'était exactement la droite ajustée. C'est elle qui approche un petit peu le modèle que vous voulez estimer. Alors, dans le modèle linéaire simple du chapitre précédent, la consommation des ménages dépend d'un seul facteur. Observez, le revenu est de facteurs non observés captés par le terme d'erreur, c'est les epsilon de t. Or, parmi les facteurs qui déterminent les différences de niveau de dépenses entre les ménages, nous pouvons aussi penser que la taille des ménages, ZT, a une influence importante dans le modèle. Le modèle donc doit s'écrire de cette façon-là. Alors, il y a consommation revenu, il dépend. La consommation d'un ménage dépend de son revenu, bien sûr. Il dépend aussi du nombre de personnes. Alors, un ménage composé de 2 personnes, c'est pas 3 personnes, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas 6. Alors maintenant, le but, c'est quoi? C'est de calculer, ou bien de savoir avec précision,
combien il nous faut d'argent de plus pour essayer, si jamais on augmente le ménage d'une seule personne, combien cette personne il va nous demander d'argent. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive à faire de la prévision. Hein? Si vous ne réalisez pas ça, vous ne pouvez pas plus ou moins pouvoir savoir combien, c'est-à-dire la personne ou bien le ménage va consommer en fonction de son revenu si jamais vous ne prenez pas en considération le nombre de ménages. Alors dans cet exemple, on est en présence d'un modèle linéaire multiple, là, d'accord? Donc vous avez deux variables ici, deux variables k égale à 2 ici, d'accord? Deux variables. Le nombre de variables, il y en a 3 ici, A0, A1 et A2. Et on est en présence d'un modèle linéaire multiple à partir de la méthode des moindres carrés ordinaires évoquée dans le théorème de Markov. On va essayer d'estimer le vecteur A des paramètres donnés par. Alors vous avez le vecteur A0 et dans les données, ils nous ont donné directement le transposé XX. Voilà, il est là. D'accord? Vous voyez bien ici que le transposé de X, il s'écrit comme ça. Hein? Et vous avez, ils vous ont donné ici, ils vous ont calculé le transposé de X fois Y. Alors pourquoi ils ont déjà donné ici le calcul? Parce que, souvenez-vous, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez 60 ménages. D'accord? Et vous avez 3 variables. Vous allez avoir une matrice qui a 60 lignes et 3 colonnes. Alors même l'écrire, je crois, sur une feuille, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que le calcul à la main, il devient un petit peu compliqué si la taille de l'échantillon il augmente. D'accord? Alors s'il augmente, vous avez deux difficultés, la taille de l'échantillon et le nombre de variables. Chaque fois qu'ils augmentent, et vous avez une taille d'échantillon qui est grande, automatiquement vous avez un problème au niveau de la matrice transposée de XX. Alors il est écrit comme ça, cette matrice, et ils vous ont donné aussi transposé de X fois Y. Alors on remarque bien ici, pas bene, bien, que la matrice transposée est une matrice symétrique. Vous voyez bien ici que ce que vous avez ici, cette valeur-là, de la première ligne, qui est ici. Alors, vous avez cette valeur, elle est la même que celle-là. D'accord? Et pareillement, hein, vous avez cette valeur, elle est la même que celle-là. Et ainsi de suite. Donc, vous avez la première diagonale qui diffère, et vous avez les valeurs qui sont là. Alors, si on réalise, on calcule déterminant de, on cherche la matrice, si vous avez transposé XX moins 1, il faut chercher le déterminant, transposé de cofacteurs, et ici, comme c'est marqué là, alors je crois que c'est un calcul que... maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez fait de l'algèbre en deuxième année, en S2, en première année plutôt. Comme je vous ai toujours dit, lorsque vous apprenez les mathématiques, on ne les apprend pas comme ça. On les apprend pour avoir un outil qui va nous permettre à un moment donné, un jour, pendant un cours bien précis, d'utiliser ces notions de mathématiques. Les concepteurs de ces programmes, on n'a pas fait ça par hasard. Hein. On ne donne pas des cours de mathématiques difficiles pour punir l'étudiant hein, et pour lui faire comprendre des choses qui sont difficiles. Mais c'est pour que vous ayez cet outil et que vous l'utilisez après. C'est ça le but. Alors, moi, comme je vous ai dit, ça c'est les données. Moi, j'ai pas calculé cette matrice. Hein. C'est les données de l'exercice que j'ai trouvé dans un livre. Et donc, je vous donne ici l'exemple comme il a été donné. Mais en général, vous pouvez toujours vous amuser, par exemple, à réaliser pour s'habituer un petit peu à faire ce genre de calcul. Si vous le faites, vous allez tomber sur le A estimé transposé de XX moins 1. Il est là, de la matrice, multiplié par transposé de X fois Y. Ce qui est ici dans le... Là, transposé de X fois Y. Alors, ainsi, le modèle estimé s'écrit CT est égal à comme ça, et vous voyez bien que j'ai marqué ici le ET. D'accord?
Parce que le ET maintenant, vous pouvez le calculer. Hein, vous pouvez le calculer en faisant X à estimer moins Y moins X à estimer. Alors vous voyez bien l'interprétation ici. Pour une taille de ménage donnée, une augmentation de revenus de 100 € entraîne une augmentation de la consommation de 62 € ici. Il est là, 62 €. C'est le coefficient A1, d'accord, 1, qui est le coefficient A1 qui est avec le revenu. Et vous avez, pour un revenu donné, pas une revenu ici, donc une erreur de frappe, pour un revenu donné, une personne de plus dans un ménage donne lieu à 94 € de dépenses supplémentaires. À peu près 94 ici euros, 93,85 c'est 94. Vous voyez bien ici que si vous augmentez une personne dans un ménage, il vous faut 100 €. Alors bien sûr, il parle ici de consommation nourriture, hein, par mois. 100 € de plus pour une personne de plus dans un ménage. Voilà. Alors, ce modèle comme ça, vous allez bien comprendre que si RT est égal à 0 et si ZT est égal à 0, hein, donc si jamais une personne n'a pas de revenu et il vit tout seul, le ménage s'est composé de deux personnes, hein, si ZT est égal à 0, ça veut dire la taille de ménage est égale à 0, ça veut dire que la personne il vit tout seul. Alors ils vous disent que juste au niveau de la consommation, cette personne, il aura besoin de 312,22 € par mois pour vivre. Et je crois, c'est ce qu'ils font dans les pays européens. Par exemple, en France, vous avez ce qu'on appelle le RSA, le revenu de solidarité active. Alors, ça c'est au niveau le besoin, la subsistance pour vivre, pour manger. D'accord? Alors à ça, il faut rajouter bien sûr le loyer et vous aurez aussi les autres choses de la vie, le transport, etc. Et donc en général, ils donnent l'équivalent de 700 € pour une personne seule, pour le loyer et pour le loyer et pour les autres choses qu'il peut avoir dans l'utilisation de la vie de tous les jours. Alors vous avez bien réalisé ici via cet exemple l'intérêt de telle étude pour aider les organismes à définir le montant des aides. Par exemple, au niveau du Covid, le gouvernement il avait décidé de donner par exemple 1200 € pour une famille de 3 personnes, 4 personnes, juste pour la nourriture. Et par exemple, pour moins de 2 enfants, par exemple, ils ont donné 800 dirhams, je crois, ou bien 1000 dirhams. Donc, apparemment, sûrement, le modèle pour faire le calcul, il ressemble à ce modèle-là. D'accord? Donc, pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire ici dans le modèle linéaire multiple, c'est vraiment quelque chose de très, très important au niveau de l'utilité. Vous voyez bien ici que ce modèle d'économétrie, il sert à quelque chose. Il sert à comprendre des choses dans la vie économique. Vous voyez bien que il n'y a pas de hasard dans tout ça. Lorsque vous voyez un chiffre, il ne vient pas du hasard. Le chiffre, il est le chiffre ou bien la valeur, il a toujours un antécédent, il a toujours un prérequis, il a été estimé, on a donné une prévision à ça, comment on le fait, etc. C'est par des études économétriques. L'économie, le postulat économique, il est là, et il faut le modéliser pour pouvoir réaliser ces chiffres qui sont là et qui seront écrits ou bien donnés à un organisme qui va l'aider à réaliser ces aides, par exemple. Alors maintenant, nous arrivons j'ai donné cet exemple-là, et maintenant nous arrivons à cette notion de test. Alors les tests, c'est exactement ce qu'on avait fait par rapport au modèle linéaire simple. Alors on va essayer de faire aussi les tests par rapport au modèle linéaire multiple. Ça veut dire que dans le modèle linéaire simple, on avait un modèle qui ressemble à ça, et on a cherché l'impact de x sur y. L'impact de x sur y, il a été calculé par le petit a1. Et maintenant, c'est de la même façon, on généralise. Hein. L'impact de x2, il est calculé par a2, et l'impact de xk, il est calculé par ak. Chaque variable d'entrée, il peut avoir un impact sur la variable de sortie. Alors maintenant, on distingue deux types de tests. On peut réaliser le test pour chaque variable ici, A1, A2 et même le AK ici. D'accord? Pour chaque variable,
l'impact de chaque variable, ou bien on peut réaliser l'impact de tous les variables en même temps. C'est ce qu'on appelle un test global. Alors le premier, il peut être comme ça, H0 est égal à A est égal à 0 contre A est différent de 0. Et on réalise pour toutes les variables. Et un deuxième type de test maintenant, non pas à tester les variables séparément, mais tout en même temps. C'est ce qu'on appelle un test global, qui nous renseigne sur la validité du modèle dans sa globalité. C'est le test de Fisher. Alors souvenez-vous, hein, deux tests. Le test de student, il va, comme par rapport au modèle linéaire simple, il va tester l'impact d'une seule variable sur la variable de sortie. Alors on peut le faire d'une façon séparée. Chaque variable, on va lui réaliser le test pour calculer son impact et pour savoir aussi quelle est la variable qui influe le plus sur la variable de sortie, ou bien un test global, toutes les variables en même temps, c'est le test de Fisher. Et vous allez bien voir que le test de Fisher, c'est lorsque n est égal à 1, d'accord, et vous êtes avec un modèle linéaire, le test de Fisher est égal au test de student. Alors pour pouvoir réaliser le test automatiquement, on a besoin de la statistique du test. Et pour cela, on a une proposition qui est admise. Un estimateur sans biais de sigma carré est donné par la norme y moins y estimé. C'est ce que j'ai marqué tout à l'heure. Le y estimé est égal à x multiplié par a estimé. Hein? D'accord? Donc ça, vous calculez cette norme-là, il s'écrit de cette forme ici. yi moins xa. Donc ça vous donne ici, ça, c'est ce qu'on appelle exactement la somme des carrés résiduels. Y moins y estimé. Vous le marquez quelque part, mais je l'ai marqué à la fin de ce cours. À un moment donné, j'ai fait le rappel de y moins y estimé, qui est la somme des carrés résiduels, et qui est égal à sigma des ET au carré. Ça veut dire le ET, c'est cette valeur qui s'écrit de la forme y moins xa estimé. Alors si de plus les epsilon t sont id, comme d'habitude, hein, vous avez n moins k moins 1 sur sigma carré de epsilon sigma carré, ça vous donne x carré, une loi de qui de n moins k moins 1 degré de liberté. D'accord? Vous vous rappelez, dans le sigma carré, c'était, d'accord, c'était 1 sur n moins 2 SCR, et on avait dit que sigma carré sur sigma 2 suit une student qui de n. D'accord? Maintenant, c'est qui de n moins k moins 1 au niveau des variables. Alors ici, k c'est le nombre de variables. D'accord? Le nombre de variables, vous avez ici 3 variables A0, A1, A2 par exemple quand on avait fait le modèle avant. Et vous pouvez avoir plusieurs variables et vous retranchez toujours le 1. Alors ça, c'est les différentes écritures. Pourquoi cette statistique de student, il suit une loi de Tn-K-1, hein, c'est ce que j'ai marqué ici. D'accord? Alors, ça c'est pour pouvoir réaliser le test de Ki2 après. Mais ici, c'est pour pouvoir expliquer pourquoi la statistique TI suit une Tn-K-1. Alors, je vous invite pas à connaître ça par cœur, mais ce que vous devez connaître, c'est que la statistique du test, qui s'écrit comme ça, alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est exactement cette écriture-là qui est ici, d'accord? Au niveau des matrices, c'est exactement ce que j'ai marqué ici aussi, d'accord? C'est A estimé sur la racine carrée de variance. Et si vous revenez au modèle linéaire simple, vous allez voir qu'on avait écrit TI aussi de cette façon-là. A, on avait écrit A sur la variance de A estimée. Maintenant, on n'est plus avec A, on est avec un ensemble de paramètres, A0, bien A1 jusqu'à AK. Et donc, pour chaque paramètre, vous avez toujours une loi de student qui se faufile. D'accord? Alors, le test de student est très important. Pourquoi? En effet, c'est dans un modèle estimé, un des facteurs, hormis le terme constant, n'est pas significativement différent de 0. Il convient d'éliminer la variable correspondante à ce coefficient et refait
l'estimation sans cette variable. Alors, cette cause de non significative peut être due à deux phases, soit une absence de corrélation avec la variable, soit une collinéarité trop élevée avec des variables explicatives. Alors, justement, on ne peut pas réaliser tout ça à la main. Vous allez voir tout à l'heure quand on arrivera à l'analyse de la variance, je vous expliquerai que lorsque vous avez plusieurs variables, automatiquement, il y en a certaines variables qui ont plus d'influence que sur d'autres. Alors, j'ai donné l'exemple au début sur la marge d'erreur, le nombre au début, l'exemple de début. J'ai dit la charge salariale, le nombre de vendeurs et la marge de bénéfice aussi, il dépend du pouvoir d'achat. Vous avez trois facteurs, vous allez pouvoir calculer pour chaque facteur l'impact qu'il faut avoir. Et quel est l'impact vous allez voir que la statistique du student va vous dire quel est le facteur qui est le plus pertinent, juste à partir de cette valeur en réalisant le test. Et si jamais une variable n'est pas validée, vous pouvez la relever, parce que lorsque vous rajoutez, lorsque vous éliminez la variable, vous allez avoir une nouvelle estimation. Si jamais il y a une variable qui n'est pas significative, ça ne sert à rien de faire partie du modèle. Même si vous avez supposé, vous, qu'il peut avoir un impact. Et lorsque vous réalisez le test, une fois il n'a pas d'impact, vous l'éliminez et vous refaites l'estimation à nouveau. Alors, vous voyez ici, si on reprend l'exemple de la fonction de consommation pour illustrer ce résultat sur les tests d'hypothèse, le modèle retenu pour la fonction de consommation après estimation par la méthode de Monte-Carlo ordinaire il s'écrit comme ça. Ça, c'est l'estimation qui a été donnée par l'ordinateur, par un logiciel. Donc, on a calculé les sigma pour chaque paramètre. Et vous avez la taille de l'échantillon. Alors, une première utilisation de ce sert à établir si une variable exerce une influence sur la variable modélisation. Alors, vous allez suivre la méthode ici. Donc, on cherche le test H0, HJ est égal à 0 contre HJ différent de 0. G est égal à 1, 2. Il s'agit de deux paramètres K égale à 2. D'accord? On sait que la statistique du test est TI est égal à estimé sur sigma. C'est ce que j'ai marqué ici. Là, elle est là. La statistique de test, il est là. Hein? Donc, c'est exactement ce que vous avez ici. Et donc, il suffit juste, puisque vous avez ce qu'il faut, hein, il suffit juste de réaliser le test. Hein. Alors, TA1, d'accord, est égal à 0,62 sur 0,014. 0,62, il est là. Et 0,014 pour la variable. Vous trouvez 44,3. Alors, on prend H0 si T de A1 est inférieur à T alpha. Où la probabilité de n moins k moins 1 est égale à inférieur ou égal est égal à 0,975. Donc vous réalisez le test pour alpha est égal à 5%. Alors excusez-moi ici, hein, le k égale à 3 et non pas 2 hein, ici. K égale à 3. 3 moins 1. Donc, moins 2 moins 1 est égal à 57. Donc, le k est égal à 2 ici, plutôt pas 3, parce que c'est le nombre. Alors, k, c'est le nombre de degrés de liberté, ça veut dire que c'est le nombre de facteurs qui sont pris en charge par rapport au test, hein, ce que vous voulez tester. On a testé ici k égale à 2 pour les paramètres, d'accord? Parce que vous allez tester juste le A2 ici et le A3, plutôt A1 ici et A2 ici. Le A0, en général, la constante, le paramètre A0, on ne le teste pas, en général. Alors, voyez bien ici que vous trouvez au niveau des valeurs au niveau de la table de student, vous allez trouver que la loi de Student trouve T alpha égale à 2,01 et vous voyez bien que T1 égale à 44,3 supérieur à T alpha hein, est égal à 2. On rejette H0 et A1 est différent de 0. D'accord?
Alors il faut bien signaler ici que la valeur 44,2 est supérieure trop loin de 2, et c'est 22 fois. 22 fois 2 est égal à 44. De très loin, donc ici on peut affirmer avec force que la variable revenu a un grand impact très fort et très significatif sur la variable consommation. D'accord? Alors de la même façon, si vous calculez T de A2 ici, vous allez trouver que c'est 15,5 et on rejette aussi à 0, ça veut dire que A2 est différent de 0. Alors de la même façon, la variable taille de ménage a un impact sur la consommation. Alors, un autre exemple du test, c'est la fonction de coupe de glace en économie. Alors celle-là, elle s'écrit de cette forme qui est là, avec, comme vous le savez, le alpha et le bêta, ils jouent le rôle des élasticités. L'élasticité capitale, et l'élasticité travail et l'élasticité capitale. D'accord? Alors on peut passer au modèle linéaire multiple en composant avec le logarithme népérien. Si vous passez au logarithme, vous pouvez tomber sur ce modèle-là qui est un modèle linéaire multiple. D'accord? Et le alpha et le bêta qui sont là, ils jouent le rôle des élasticités. Alors vous avez alpha plus bêta est égal à 1. Si vous prenez ce modèle qui est là, alors vous pouvez faire des tests au niveau de alpha bêta plus pour savoir les rendements d'échelle. Alors je crois que vous avez fait ça en microéconomie. Hein. Les étudiants qui ne savent pas, ils peuvent y revenir pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors je vois bien ici que l'exemple que j'ai donné c'est un exemple en microéconomie, hein, d'accord? Mais vous voyez bien que on utilise beaucoup d'économétrie par rapport à la microéconomie. Hein. Lorsque vous avez des fonctions de production, vous avez envie de comprendre ou bien d'expliquer une variable en fonction de la consommation et vous êtes obligé de réaliser des tests. Alors les tests, par exemple, alpha plus bêta est égal à 1, alpha plus bêta différent de 1 pour le rendement d'échelle constant, rendement d'échelle croissant pour supérieur ici. Et vous pouvez avoir un rendement d'échelle qui est décroissant, comme ici. Alors le dernier test à réaliser, c'est le test global. Les coefficients, c'est le test de Fisher. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez deux types de tests, le test de Student et le test de Fisher. Fisher, c'est la globalité, c'est pour savoir est-ce que le modèle, dans sa globalité, il est explicatif ou pas. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas une variable qui sort du lot. D'accord? Ce test peut être formulé de la façon suivante. Il est écrit comme ça. D'accord? Les AI sont tous nuls, hein, ces paramètres. Et si jamais c'est tous nuls, ça veut dire qu'il n'y a pas, le modèle ne peut pas s'écrire d'une façon linéaire. Et il peut y avoir une variable ou bien un paramètre qui est différent de 0 dans le cas où vous avez le test. Le deuxième test, qui est validé ici. Alors, en général, il existe AK différent de 0, ça veut dire le AK là, il peut être aussi testé par le student. D'accord? Si jamais vous validez tous les tests de student, automatiquement vous allez valider le test général. D'accord? Vous ne pouvez pas, par exemple, réaliser une étude, par exemple, consommation revenu ici. D'accord? La consommation revenu. Si vous faites avec consommation revenu, on avait démontré que A1 est différent de 0 et A2 est différent de 0. Alors automatiquement, si vous réalisez le test de Fisher, vous allez avoir A1 égale à A2 est égal à 0. Cette hypothèse, elle va être réfutée, elle va être rejetée. Automatiquement. Pourquoi? Parce que on a A1 est différent de 0 et A2 est différent de 0. Automatiquement, A1 est égal à A2, il est différent de 0. D'accord? Il ne peut pas être égal à 0. Alors voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Le SCR, c'est... Vous m'excusez ici, il n'y a pas de N-K-1 hein, ici, pour le SCR. S'il vous plaît, vous pouvez effacer ça. Hein. C'est une erreur au niveau de l'écriture quand j'avais fait une copier-coller. Donc, au lieu d'écrire que ça, sigma d YT, c'est-à-dire Y moins XA estimé, vous pouvez revenir à ce que j'ai marqué ici, au carré. Et donc, vous avez la somme des carrés totale est égale à la somme des carrés résiduels fois plus somme des carrés désexpliqués. Hein. Souvenez-vous, hein, dans le modèle qui est là,
elle est là. Voilà. Si vous revenez ici à ce modèle-là, le modèle ajusté, hein, si vous faites Y moins XA estimé, vous allez trouver ET. Donc Y moins XA estimé avec un sigma, ça vous donne sigma de ET au carré. C'est ce que j'ai marqué ici au niveau de ça. Vous voyez bien ici, comme je l'ai dit, vous effacez ça, vous le barrez, ça n'existe pas. Hein. C'est une erreur. Normalement, ça c'est le sigma de estimé qui est égal à SCR sur N-K-1. Alors, pour pouvoir réaliser le test de Fisher, il faut la définir aussi cette statistique. Alors, on dit que grand F comme Fisher suit une loi de Fisher-Snedeker à N1, N2 degrés de liberté. Qu'on note F, N1, N2 si vous avez le rapport de deux tests le rapport de deux statistiques de qui 2 V1 sur N1, V2 sur N2. V1, il suit qui de N2 et ça, V1 indépendante. Alors, je vous demanderai pas de le connaître par cœur. Ce que vous devez connaître, c'est comment utiliser cette statistique. D'accord? Parce qu'on aura besoin. Alors, la loi des Fisher, c'est comme la loi normale est une loi tabulée, il existe les tables. Alors, peut-être je vous rajouterai demain ou dans la semaine une petite vidéo sur comment lire, c'est-à-dire la table de la loi de Fisher. Voilà. Si V suive Fn1 N2 est égal à 1 sur V Fn2 N1, hein, donc si vous connaissez la loi de Fisher de V, vous connaissez aussi 1 sur V. D'accord? Et vous avez ici une condition, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le test de Fisher quand n égale à 1 revient au test de Students. Alors on pose F est égal au rapport de la somme des carrés des expliqués sur K, somme des carrés résiduels sur N-K-1, d'accord? C'est ce qu'on appelle les degrés de liberté, hein? C'est le nombre de paramètres, hein, que vous êtes en train d'estimer. Alors ça vous donne R carré sur K, le R carré c'est le R carré coefficient de détermination, et ça vous donne cette statistique comme ça. Alors cette statistique-là, il suit une loi de Fisher à Kn-K-1 degré de liberté. D'accord? Et c'est ça, hein? Si vous ne connaissez pas cette statistique, vous ne pouvez pas réaliser le test de Fisher. Et donc, vous appliquez ce que j'ai marqué ici, hein, niveau, on accepte H0 si F est inférieur ou égal à C alpha, ou la probabilité de Kn-K-1 est égale à 1 moins alpha. Hein? D'accord? Dans le test de Fisher, puisque vous faites un seul test, même si c'est puisque la négation, c'est il existe au moins un cas différent de 0, donc c'est 1 moins alpha et non pas 1 moins alpha sur 2, hein, souvenez-vous. On met alpha sur 2 lorsque vous réalisez un test qui est bilatéral. Alors j'ai repris ici le même exemple, hein. Vous pouvez le lire très simplement et vous allez voir que on peut réaliser le test A1 égale à A2 est égal à 0 contre il existe A1 ou A2 différent de 0. Comme expliqué auparavant, il s'agit d'un test de validité globale, donc on utilise le test de Fisher. Et vous faites le calcul ici, c'est très simple. Le calcul il est là. Une fois que vous réalisez le calcul, vous voyez bien que la statistique du Fisher calculée vous donne ça. Et donc ça vous donne 2300, vous voyez, 2346,5. Si vous la comparez avec 3,5, c'est à peu près combien? À peu près 800 fois. 750 fois à peu près. Alors 750 fois, ça veut dire que de loin, de très très loin, c'est vraiment insignifiant, hein, le chiffre de le comparer. Donc automatiquement, vous validez vous rejetez votre hypothèse H0. Alors vous avez les A et K, ils sont différents de 0. Et il existe aussi A1 ou A2 différents de 0. On l'a validé par le test de Student. Donc le modèle il est très significatif. Hein, c'est ce qu'on va de très loin. On peut affirmer que le modèle ainsi défini est très significatif
et que les variables retenues de taille de ménage influent sur la consommation automatiquement. La taille des ménages et le revenu influent sur la consommation. Alors le R carré, il peut s'écrire sous la forme somme des carrés des expliqués sur la somme des carrés totales comme dans le modèle linéaire simple. Il peut aussi s'écrire comme ça. Alors je termine ce cours par ce qu'on appelle le tableau de l'analyse de la variance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Alors lorsque vous travaillez avec le modèle linéaire multiple et même simple, lorsque la taille de l'échantillon il devient grand, le calcul à la main il devient un petit peu pénible et des fois pratiquement impossible de le faire. Comme je vous ai dit, si vous avez une matrice 6, 6 transposée XX, ou bien 7, 7 ou bien 8, 8, c'est pratiquement impossible de faire, pratiquement impossible de réaliser le calcul à la main, tout ce qu'on avait fait comme calcul. Donc automatiquement, vous allez utiliser quelques logiciels. Alors j'en ai cité quelques-uns et quelques logiciels ici. Alors Excel, il fait le modèle linéaire simple et multiple, vous pouvez le faire. Hein. C'est dommage que on n'est pas en présentiel pour vous expliquer comment réaliser le modèle linéaire simple et multiple sur Excel. Et pareillement, on pourra faire ça sur d'autres logiciels comme SPSS. Donc, c'est un logiciel qui est conçu pour le domaine des sciences sociales en économie. Il est utilisé partout. Hein. Il s'appelle Statistical Package for Social Sciences. Ça veut dire que c'est un logiciel qui est utilisé pour les sciences sociales. D'accord? On trouve aussi un logiciel qui est très fort qui s'appelle eViews. C'est un logiciel qui est spécialisé en économétrie. Alors j'ai encadré un étudiant en mémoire de master, il le connaît très bien, donc il l'a appris tout seul. Et même en thèse, il est actuellement en thèse en économie et il a fait des modèles économétriques, il travaille avec eViews. Il fait beaucoup de choses impeccables, il est vraiment génial. Et en plus, c'est pas... Lorsque vous parlez de logiciel, vous ne programmez rien, vous êtes un utilisateur. Alors, j'invite les étudiants qui sont un petit peu intéressés par l'économétrie, ceux qui veulent y aller plus loin, par exemple, soit continuer un master en France, etc. Soyez-en sûrs, hein, si vous y allez en France pour continuer vos études de master en économétrie, automatiquement vous allez utiliser le logiciel. Tout ce que je vous ai dit depuis le début jusqu'à la fin, c'est exactement le cours qui est enseigné en France. Alors j'ai relevé un petit peu le niveau parce que ce cours, je l'enseigne pratiquement, ça fait 20 ans, hein, je l'ai enseigné quand j'étais en France et c'est pratiquement le même cours qui s'enseigne en France. Et ça c'est le cours qui était enseigné à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Je travaillais avec un prof comme assistant, je faisais les travaux dirigés et donc c'est exactement le cours que le cours qui est entre vos mains. Ça veut dire que vous avez un outil qui est important, vous avez un niveau qui est élevé. Donc vous êtes pareil que les étudiants français. Vous avez le même niveau. Alors si vous rajoutez à ça ces logiciels, automatiquement vous allez avoir un niveau qui est fort. Et comme je vous ai dit, les étudiants qui s'y intéressent vraiment à l'économétrie, vous pouvez rentrer YouTube, vous écrivez par exemple cours SPSS ou bien eViews, vous allez avoir des très bonnes vidéos qui vous expliquent un petit peu comment réaliser le modèle linéaire simple, le modèle linéaire multiple, et en plus, il y a des fois vous avez des versions téléchargeables gratuitement sur Internet pour un essai de 1 mois par exemple. Vous pouvez rentrer c'est-à-dire des données hein, que je vais vous donner en exercice et vous pouvez vous amuser à trouver les estimer, réaliser les tests, le test de Fisher, calculer le R carré, les intervalles de confiance et c'est comme ça que vous allez apprendre. Maintenant, il faut pas toujours aussi avoir de l'assistant là, hein. À un moment donné, il faut travailler tout seul, il faut faire un petit peu d'effort. Alors, l'analyse de tableau de l'analyse de la variance, c'est ce qu'on appelle ANOVA, Analyse of Variance en anglais, d'accord? Et cette ANOVA là, c'est elle qui vous résume un petit peu l'étude du modèle linéaire multiple que vous avez fait. Alors, je l'ai marqué ici au tableau, ça se présente comme ça, dans les sorties de SAS,
Alors, j'ai pas parlé de SAS ici. SAS, c'est un logiciel qui est un peu plus fort. Il est utilisé par les statisticiens, c'est-à-dire les formations scientifiques. Statistical Analysis System. Celui-là, il est un peu compliqué. Il est compliqué parce que celui-là, c'est pas un logiciel, c'est de la programmation. Vous programmez pour trouver les sorties de l'ANOVA. D'accord? Donc, les plus simples, c'est SPSS ou bien EViews. C'est ce que je vous invite à faire. Et je donnais un exemple comme ça parce que moi, je l'ai utilisé et je l'ai enseigné, le SAS. Il est très fort. De point de vue précision, il est très fort. Alors, ça se présente comme ça, une ANOVA. Vous avez la source. Vous allez avoir en anglais, il s'appelle ici, je l'ai marqué, il s'appelle error, hein, source, voilà, modèle. D'accord? Alors, j'ai fait un tableau à la fin. Et je l'ai marqué avec le stylo parce que j'ai pas pu le faire avec l'écriture en machine. Et alors, en général, vous avez la source. Ici, ça, c'est les variables à expliquer. Et vous avez la variable, bien la somme des carrés résiduels. Et vous avez le total, la somme des carrés totales. Alors, il vous donne le tableau de cette forme-là. Alors, vous avez les degrés de liberté ici. Pour chaque somme des carrés des expliqués, vous avez K variables. Et le résidu, vous avez n moins k moins 1. Et vous avez le total, vous avez n variables, ça veut dire n moins 1. Et vous avez les carrés moyens. Pourquoi on calcule les carrés moyens? Parce que après, on calcule cette statistique qui est la statistique de Fisher. Somme des carrés des expliqués sur k, somme des carrés résiduels sur n moins k. Alors, souvenez-vous, il est là. Hein. La statistique de Fisher, il est là. Hein. Somme des carrés des expliqués sur degré de liberté, somme des carrés résiduels sur le degré de liberté. Et vous avez, en deuxième partie au niveau de l'ANOVA, ce qu'on appelle parameters estimates, les paramètres estimés. Alors vous avez les variables ou constantes, vous allez avoir x1, x2, xk, d'accord? Et vous avez leur degré de liberté. Chaque fois, vous avez une variable à estimer. Et vous avez les variables estimées ici. Vous avez la constante A0 estimée, A1 et AK. Donc vous avez un tableau comme ça. Et vous avez les écarts types des estimés. Et vous avez après la statistique de student. La statistique de student, c'est A estimé, d'accord, ça, sur sigma 0 estimé. Ça vous donne TA0. Et ici, il va vous donner une valeur au niveau de votre tableau qui va vous dire directement, ça veut dire il a déjà cherché le quantile de la loi normale avec 5% et il le compare. Si jamais c'est inférieur à 0, je l'ai marqué ici, la dernière colonne au niveau des valeurs correspond à la valeur directement calculée au quantile de la loi de student. On compare cette valeur à 0,05, ça veut dire 5%. S'il est inférieur, on rejette l'hypothèse. S'il est supérieur, on ne rejette pas l'hypothèse, ça veut dire qu'on garde l'hypothèse H0, ça veut dire que le paramètre il est égal à 0. Alors en général, on le fait pour essayer, dans une première étude, de savoir lequel de ces paramètres il est inférieur strictement à 0,05. Celle qui est supérieure à 0,05, on l'élimine et on refait un calcul. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parmi les intérêts du test de student, c'est qu'il va nous permettre de clarifier au niveau de modèle quelles sont les variables qui ont un impact, quelles sont les variables qu'il faut utiliser dans le modèle. Ceux qui n'ont pas d'impact, il faut les rejeter. Alors vous avez un exemple en sortie SAS, d'accord? Comme je vous ai dit, peut-être il est un peu moins prévisible, mais voilà, le tableau qui est là, ici, le premier tableau, il vous donne l'analyse de variance, hein, l'ANOVA, analyse aux variances. Alors vous avez degré, et c'est marqué ici en anglais, DF, degré of freedom, d'accord, degré de liberté. Et vous avez ici sum of alors vous avez ici le sum of squares, somme des carrés. Et vous avez ici mean squares, la moyenne des carrés. C'est ce que j'ai marqué en français. Et vous avez de value, ça veut dire la valeur de la probabilité. Et vous avez ici la probabilité supérieure à t. Ici, normalement, vous avez la valeur de student. Vous avez la première ici, la valeur de Fisher. Et vous avez ici la probabilité supérieure à Fisher. Pareillement ici, si la valeur elle est inférieure à 0,05,
ça veut dire que vous validez le modèle. Le 12,82, c'est exactement la valeur qu'on avait calculée tout à l'heure, hein, qui est égale à, je crois, 2384, un truc comme ça. D'accord? Et après, vous avez ce qu'on appelle ici le root MSE. Hein? Ça, c'est le sigma, l'écart type de sigma de epsilon. Et vous avez ici dependent variable, ça veut dire c'est le y bar. Et vous avez ici ce qu'on appelle le coefficient de variation. Ça, c'est ce que vous avez fait en première année statistique descriptive, c'est le sigma sur x bar, c'est x bar. Et vous avez le R square ici. Le R square, c'est le R carré ici. Alors, je l'ai marqué ici en flèche, c'est le R carré. C'est la somme des carrés des expliqués, c'est la somme des carrés totales. D'accord? La somme des carrés totales, vous l'avez ici. Et la somme des carrés des expliqués, vous avez là. Si vous faites le rapport, vous allez trouver le R carré. Alors, vous voyez bien ici, tous les calculs qu'on avait utilisés, depuis le début jusqu'à la fin, ils sont résumés dans ce tableau ici. Les tests de student, le test de Fisher, la somme des carrés des expliqués, la somme des carrés totales, les estimations des paramètres A0, A1 jusqu'à AK et ainsi de suite. Tout ça, c'est résumé dans ce tableau. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que, en général, tout ce qu'on avait fait en calcul à la main ou bien une partie théorique, vous ne pouvez pas le réaliser à la main. C'est la machine qui le fait. Et la machine, il vous donne des sorties qui ressemblent à ça. Donc, vous pouvez tranquillement chez vous regarder ça. J'ai mis des flèches partout hein, pour pouvoir comprendre. Alors, si jamais il y a un étudiant qui n'a pas compris quelque chose, vous pouvez toujours me le demander et je vais vous faire comprendre ça. Voilà, chers étudiants, hein, donc j'ai parlé pendant 1h20 minutes. La vidéo elle est un peu longue, mais vous pouvez toujours la séparer en la visualisant, hein, d'accord? Donc une fois vous l'avez, vous la partagez en deux. Vous essayez de suivre un petit peu étape par étape ce que je suis en train de vous expliquer. Et regardez, vous pouvez mettre le cours de côté, à côté de vous, et vous suivez l'explication. Et à chaque fois, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas dans le cours, vous prenez des notes. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez revoir le cours tout seul et vous essayez de comprendre. Alors, voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ce chapitre, c'est terminé pour le cours. Je vous ai mis une feuille de TD que j'espère que vous aurez le temps, une fois que vous lisez le cours, d'essayer de la faire. Et d'ici la fin de la semaine, je vous mettrai la correction des exercices. Pareillement, vous me laissez un petit peu le temps pour le rédiger sur machine, pour avoir quelque chose de propre. Et je vous le mettrai d'ici, comme je vous ai dit, la fin de la semaine, maximum le week-end, quoi. Et donc, je vous souhaite un bon courage, et bon travail, et bonne continuation, et que le bon Dieu vous protège tous de cette maladie. Et pareillement, peut-être, je mettrai juste une feuille où je vais écrire avec la correction de l'exercice quelques notions sur l'utilisation de la table de la statistique de Fisher. Je vais vous mettre aussi la table de la statistique de Fisher et de Student de Key2 avec la feuille de TD. Alors, les étudiants peuvent y aller directement sur Internet et télécharger ça, et vous pouvez même avoir des vidéos explicatives comment vous lisez cette table de la loi de Student. Voilà, merci pour tout le monde et bon courage. Salam alaikum.